Cela fait littéralement des semaines que je n'ai rien filmé et donc rien posté pour cause d'incompatibilité de planning, tout simplement. Alors je me suis dit qu'il serait pas mal de revenir une dernière fois par ici avant que l'on passe en 2024. Et pour cela, quoi de mieux qu'un tout dernier point lecture ? Je vous le demande. Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Oui, il y avait un petit moment que je n'étais pas venue par ici, mais que voulez-vous, le mois de décembre a été extrêmement chargé, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Surtout d'ailleurs professionnel. J'ai donc aujourd'hui profité d'une espèce de fenêtre de tir propice au tournage d'une vidéo pour vous proposer donc ce qui normalement sera le tout dernier point lecture de 2023. Et pour cela, aujourd'hui, on va parler une fois de plus de 4 romans que j'ai lus dernièrement. 4 romans comme d'habitude, j'ai envie de dire, de genres assez différents. Pour 3 d'entre eux, ce furent de sacrés briquesses que je ne suis pas peu fière d'avoir enfin sorti de ma pile à lire. Donc je vous propose que l'on arrête tout de suite cette intro et que l'on passe aux 4 livres en question. Au vent mauvais d'Elena Piacentini aux éditions Pocket. Pour ce qui est du résumé, je vais le faire très rapidement parce que, une fois de plus, c'est plutôt bien de ne pas trop en savoir étant donné que nous sommes dans un roman policier. Qui plus est, un roman policier qui fait partie d'une saga. Donc dans ce tome-ci, l'histoire débute avec la découverte d'un corps dans les caves, je crois, d'un bâtiment qui doit être démoli pour venir reconstruire une nouvelle résidence à Tourcoing, dans le nord, pas très loin de chez moi, et va donc enquêter sur cette affaire le commandant Léonie, qui est, vous vous en doutez, notre personnage principal et récurrent. Alors, j'ai lu d'Elena Piacentini, je ne sais plus si c'était durant le Black November ou si c'était lorsque je suis partie quelques jours en Suisse, son roman Comme de longs échos, si j'ai bonne mémoire, qui était pour le coup un premier tome d'une saga. Or, avec Au vent mauvais, nous sommes pour le coup avec le dernier tome connu d'une saga policière. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il s'agit d'un tome bien avancé dans une saga ou non, et je dois dire que dans l'ensemble, j'ai quand même beaucoup moins aimé ce roman-ci. Mais je vous rassure, il n'y aura pas que des lectures bof dans ce point lecture. Si j'étais vous, je resterai pour écouter la suite. Tout d'abord, j'ai trouvé le style d'écriture très brouillon. J'ai vraiment mis un moment avant d'arriver à rentrer dans l'histoire parce que tout simplement, je ne comprenais pas qui était qui, de quoi l'auteur me parlait, quelle était la situation de départ, parce qu'effectivement, l'auteur met en parallèle plusieurs histoires, plusieurs protagonistes différents. Et en plus de ça, son style est assez souvent métaphorique, ou en tout cas assez imagé, ce qui ne m'aidait pas vraiment à raccrocher les wagons. Sincèrement, je dirais que pendant bien 200 pages, j'avais un avis très mitigé, voire presque défavorable quant à cette lecture. Et nous sommes tout de même sur un roman qui en fait 330. Vous commencez à comprendre un petit peu là où ça a pêché pour moi. Je trouvais l'ensemble vraiment trop brouillon, je n'accrochais absolument pas à la plume et j'avais même l'impression par moments que l'auteur essayait de faussement complexifier son style d'écriture, mais qu'au final cela ne faisait que brouiller encore plus la lecture. Il faut tout de même rappeler que n'ayant pas lu les tomes précédents de la saga, je pense que ça ne m'a pas non plus aidé à y voir clair rapidement, et ça pour le coup c'est totalement de ma faute. Et puis, dans les 100 dernières pages, j'ai commencé à vraiment apprécier certaines des choses que je lisais. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, mais c'est peut-être un peu tard. Oui, certes, mais j'ai envie de dire c'est mieux que rien. Parce que ça aurait pu être nul de bout en bout. J'ai vraiment eu beaucoup de mal au tout départ avec le personnage de Léonie, qui est donc notre commandant, inspecteur principal que l'on suit de bout en bout. Et par conséquent, ça n'aide pas vraiment à rentrer dans la lecture. Je ne m'attachais pas du tout à lui, son côté corse, parce qu'il vient de Corse et qu'il a été exilé, on va dire, à Lille, tout comme l'auteur d'ailleurs. Son côté corse, malheureusement, ne me parlait pas, et puis j'avais aussi beaucoup de mal avec certaines de ses réactions que je comprenais pas forcément.
Et puis, sur la fin, il a commencé à laisser entrevoir certaines failles, ou en tout cas certains traits d'humanité qui m'ont permis de commencer tout doucement à l'apprécier. J'ai aussi eu une petite déception quant à l'ambiance même du roman, parce que c'est vrai qu'avec son autre titre, Comme de longs échos, qui fait partie d'une autre saga pourtant, j'avais été complètement transportée dans la métropole lilloise, parce que c'était là que se déroulait cette histoire. Et alors que Au vent mauvais se déroule également dans la région lilloise et ses alentours, je n'ai pas du tout eu le même ressenti. Mais alors pas du tout. En fait, cette histoire aurait pu prendre place en Bretagne ou dans le sud-ouest, que ça n'aurait absolument rien changé du tout au récit, tant l'empreinte territoriale et l'ambiance régionale qui en découle généralement était ici quasiment anecdotique. Pour ce qui est de l'intrigue de ce roman, il y avait du très bon, mais aussi du très décevant. Tout d'abord, ce n'est pas vraiment une intrigue que nous avons, mais plusieurs intrigues différentes qui, malheureusement, ne s'imbriquent pas vraiment les unes avec les autres, ce qui a renforcé ce sentiment de fouillis, de fourre-tout qui malheureusement ne m'a pas lâché tout au long de ma lecture. Les résolutions des différentes enquêtes sont très classiques, voire un peu bateau, donc de ce côté-là, rien de surprenant ni d'original. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'enquête principale permet de soulever une thématique en rapport avec l'histoire moderne de la France. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un fait, je dirais, assez peu connu, voire très peu connu, parce que c'est quelque chose qui a tendance à être plutôt caché par l'État français. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment bien et important de le mettre en avant, de le mettre au cœur de ce roman. Malheureusement, je trouve que l'auteur aurait dû beaucoup plus creuser ce sujet. Il y avait beaucoup plus à en dire, j'en suis persuadée. Et plutôt que de se perdre au travers de plusieurs autres intrigues secondaires, je trouve qu'elle aurait dû beaucoup plus recentrer son propos et donner à cet événement beaucoup trop peu connu la vraie place qu'il mérite. On sent également tout au long du roman, mais je dirais peut-être plus fortement dans la fin de l'histoire, la vie politique de l'auteur. Et d'ailleurs, le roman présente certains aspects et orientations politiques à peine voilées. Alors en soi, ce n'est vraiment pas quelque chose qui me pose problème, mais je trouve qu'elle aurait pu le faire avec beaucoup plus de finesse et de nuances. Pour le coup, je trouve qu'elle y est vraiment allée avec ses gros sabots et je trouve ça dommage. Par contre, je tiens à noter que j'ai eu un vrai coup de cœur pour le personnage de Colette, qui est une espèce de mamie rock'n'roll écolo convaincue avec un caractère aussi gros que ses engagements personnels qui m'a touchée autant qu'elle m'a fait rire. J'aurais adoré avoir une grand-mère comme elle qui déménage, qui n'a pas froid aux yeux et qui sait foncer quand la situation le demande. S'il y a vraiment un personnage que je retiendrai de ce roman, sans aucun doute, ce sera elle. Et peut-être aussi le personnage de Jean Toussaint qui a fini par arriver aussi à profondément m'attendrir, même si là encore, il a quand même fallu un certain nombre de pages avant que la magie, que sa magie opère sur moi. Dans l'ensemble, je ressors donc assez mitigée de cette lecture parce que si vraiment la thématique de fond est importante et que j'ai adoré qu'elle soit mise en avant dans cette histoire, j'ai trouvé aussi que l'auteur était bien trop timide à ce sujet. En plus de cela, même si certains personnages ont réussi à tirer leur épingle du jeu, je dois reconnaître que bizarrement, dans l'ensemble, j'ai plutôt du mal à m'attacher à la globalité des personnages malgré leurs histoires personnelles compliquées et leurs sentiments bien souvent plutôt louables. En fait, ce livre m'a fait le sentiment d'une sorte d'imbroglio, de brouillon d'idées jetées sur le papier mais qui auraient mérité d'être peut-être un peu démêlées et mises au clair. Après vraiment la très bonne surprise que j'avais eue lors de ma lecture de Comme de longs échos, j'avoue que ce roman-ci m'a un peu refroidi quant à Elena Piacentini. Je pense donc qu'il faudra vraiment que j'arrive à me procurer un ou deux autres de ces romans pour
me faire une idée un petit peu plus précise de cet auteur et savoir un peu de quel côté finalement mon cœur balance par rapport à elle, parce que ouais, pour l'instant j'ai vraiment eu une lecture qui m'a plutôt réjoui et qui m'a franchement embarquée, et celle-ci qui, à contrario, ouais, m'a laissé avec un gros sentiment de bof et d'histoire que malheureusement je vais vraiment très très vite oublier. Donc bon, Elena, rendez-vous en 2024 pour voir si ça peut matcher entre elle et moi ou pas du tout. Pour le titre suivant, nous allons faire pratiquement un virage à 360 puisque l'on va partir dans un genre tout à fait différent, car j'ai enfin réussi à sortir de ma palle Le Loup des Cordeliers d'Henri Lovenbroek aux éditions Pocket. Un roman qui, je vous l'avoue, a pas mal traîné dans ma pile à lire car il me faisait assez peur, du fait tout d'abord qu'il s'agisse d'un roman policier historique, et aussi parce que, comme souvent avec Henri Lovenbroek, c'est une sacrée bricasse. Oui, plus de 600 pages pour moi, ça commence à être de la bonne brique. Bien, alors ce titre a déjà quelques années d'existence et lors de sa sortie, on en avait entendu énormément parler, donc j'imagine que bon nombre d'entre vous connaissent déjà un petit peu le topo et ce qu'il en est par rapport à ce roman, mais au cas où, je vais vous faire là aussi un rapide résumé. Donc dans Le Loup des Cordeliers, on se situe à Paris en 1789. Jusque-là, je pense, en tout cas j'espère que je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé en France cette année-ci, et plus particulièrement à Paris. Et il s'avère que dans les rues de la capitale se vit, entre guillemets, une sorte d'étrange vengeur masqué qui se balade avec son loup pour venir en aide aux plus opprimés, dirons-nous, c'est-à-dire les prostituées qui se font racketter par les flics, ou les servantes parties faire une commission dans les rues et qui vont se faire agresser pour une raison X ou Y. Bref, une sorte de Batman de la Révolution française qui défend bien souvent d'ailleurs plutôt les femmes, grâce à son loup qui lui obéit au doigt et à l'œil. En parallèle de ça, on va aussi et surtout suivre l'arrivée d'un jeune homme qui s'appelle Gabriel Joly, qui monte à la capitale car il a pour projet de devenir un grand journaliste. Il va donc commencer à travailler dans le journal de son oncle, et une chose en entraînant une autre, et bien notre Gabriel Joly va non seulement rencontrer un certain nombre de grandes figures de la Révolution française, mais aussi et surtout enquêter pour découvrir l'identité de ce loup des Cordeliers. Alors décidément, j'ai l'impression que quel que soit le genre littéraire auquel il s'attaque, Henri Lovenbroek est à l'aise avec vraiment tous les styles. Pour l'instant, de tout ce que j'ai pu lire de lui jusque-là, je trouve que toutes ses créations littéraires sont extrêmement qualitatives, bien qu'elles abordent des genres, des époques et des thématiques parfois très différentes. Vraiment, je suis assez bluffée par cet auteur français qui est non seulement très prolifique, mais aussi extrêmement pointu. Le Loup des Cordeliers fut donc pour ma part une très bonne surprise. Alors je cache pas qu'avant de débuter ce genre de roman historique, j'ai toujours une petite appréhension parce que, soyons sincères, j'ai toujours peur de m'y ennuyer un petit peu et puis d'avoir ce sentiment de me retrouver de nouveau propulsée dans une salle de classe devant un prof rasoir. Parce que même si l'un des meilleurs profs que j'ai pu avoir dans ma scolarité était un prof d'histoire, j'en ai aussi eu d'autres qui me donnaient juste envie de dormir pendant 2 heures. Or, vraiment, avec ce titre-ci, ce ne fut pas du tout le cas. Alors oui, forcément, je ne vais pas dire le contraire, la part historique dans ce titre-ci est très importante et très présente. J'ai même envie de dire attention si vous souhaitez lire ce titre pour, je dirais, tout le côté enquête, mystère et pour finalement son côté roman policier, vous risquez peut-être d'être un peu déçu parce qu'au global, ce n'est vraiment pas le plus important ni le plus présent. Le Loup des Cordeliers est donc vraiment un roman historique qui nous fait revivre toute une partie de cette année 1789 à Paris, avec pour point d'orgue, bien sûr, la prise de la Bastille. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié qu'au détour de cette histoire, l'auteur ait réussi à raviver un petit peu ma mémoire quant à tous les éléments qui entourent cette période et tous
et tous ces événements qui ont conduit au fondement de notre système démocratique français. J'ai aussi beaucoup aimé que dans ce roman, l'auteur ait mêlé à ces personnages de fiction de véritables personnalités de l'histoire de France, puisque, pour exemple, Gabriel Joly va se lier d'amitié, entre autres, avec Camille Desmoulins, Danton, Mirabeau et j'en passe. C'était donc une façon agréable et ludique, je dirais, de réviser un petit peu ces classiques et même d'en apprendre plus sur cette année charnière de l'histoire de notre pays. Enfin, je dis notre comme si vous là, vous étiez tous français, donc correction, de mon pays. Amis belges, suisses ou autres, n'hésitez surtout pas à vous manifester en commentaire. Ah, et j'oubliais aussi mes petits chouchous québécois. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'histoire de France, sachez que ceci est bien moins ennuyeux qu'un bon gros bouquin de cours. Et encore heureux. J'ai aussi beaucoup aimé toutes ces petites anecdotes et explications disséminées l'air de rien par-ci par-là qui nous permettent d'en apprendre plus, par exemple sur l'origine de certaines expressions françaises ou des petites anecdotes comme ça sur l'histoire. Alors très clairement, le côté historique n'aurait vraiment pas suffi à lui seul à maintenir mon intérêt durant tout le récit, d'autant plus lorsque l'on est avec ce genre de bricasse. Ce que j'ai beaucoup apprécié et ce qui, je pense, m'a vraiment entraîné tout au long de ma lecture, ce sont les personnages. Je vais pas dire qu'on en revient toujours au même, mais vous remarquez quand même certaines constantes. Pour que j'apprécie un livre, il faut qu'au niveau des persos, il y a un truc. Il y a un truc en plus, il y a un truc qui m'accroche. Sinon, l'histoire a beau être bonne, généralement, moi, ça ne me suffit pas. Bien sûr, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Gabriel Joly, qui est donc vraiment notre personnage principal, qui, au tout départ de cette histoire, se présente un petit peu comme un personnage assez candide et naïf, mais qui, au fur et à mesure, ne sera pas dénué d'humour et de perspicacité, et qui, grâce à son formidable sens de la logique et de l'observation, n'aura de cesse de vouloir mettre en pratique ce qui l'anime le plus au plus profond de lui, c'est-à-dire faire éclater la vérité. Gabriel Joly est en fait un peu l'archétype du journaliste parfait, vous savez, celui qui vraiment ne travaille qu'à diffuser auprès du plus grand nombre la vérité pure, l'information et la réalité de toute chose sans faire intervenir ses intérêts et son point de vue personnel. J'ai aussi beaucoup aimé et trouvé assez cocasse le fait qu'il se lie d'amitié avec un pirate alors que Gabriel Joly, lui, vient d'une famille plutôt aisée et qu'il est personnellement plutôt timide et assez peu téméraire. Le duo était au final donc aussi étonnant que détonnant. Et j'ai également beaucoup apprécié le personnage de Théroigne de Méricourt, une femme de caractère révolutionnaire dans l'âme, libre et qui n'a vraiment pas froid aux yeux. Le genre de personnage historique, tout ce qu'il y a de plus réel, parce que oui, je me suis renseignée par la suite, et Théroigne de Méricourt est une femme qui a vraiment existé, et qui fait malheureusement, je trouve, partie de ces figures historiques que l'on ne nous enseigne pas malheureusement à l'école. Comme bien souvent avec Henri Lovenbroek, les personnages sont donc extrêmement bien écrits et vraiment très intéressants. On sent vraiment que l'auteur non seulement est tout à fait passionné d'histoire, mais aussi qu'il s'est très bien documenté avant d'écrire ce récit. Durant ma lecture, j'étais vraiment plongée au cœur de ce Paris du 18e avec ces relents de révolutions naissantes et de changements drastiques comme ça qui planent un petit peu dans l'air. Finalement, le mystère autour du loup des Cordeliers n'est pratiquement qu'un prétexte pour nous faire déambuler dans ce Paris en pleine ébullition et passer en revue ces hommes et ces femmes qui ont fait basculer la France. Ceci dit, les passages dans lesquels il était question de ce mystérieux vengeur accompagné de son loup n'étaient pas pour me déplaire, loin de là. J'ai vraiment aimé essayer de trouver l'identité de ce tueur slash justicier. Et j'avoue que j'ai été surprise par le dénouement du roman. Un roman qui se termine sur une scène qui appelle à une suite directe et qui
laisse au lecteur l'irrépressible envie de se jeter sur le tome suivant. Spoiler alerte, ce que je me suis bien sûr empressée de faire. Non, vraiment, si vous aimez l'histoire, et encore plus l'histoire de France, saupoudrée comme ça d'un petit peu de mystère et de romanesque, alors vraiment, foncez lire Le Loup des Cordeliers. Je pense que ça peut vraiment beaucoup vous plaire. Bien qu'il s'agisse beaucoup plus, comme je le disais, d'un roman historique que d'un roman policier ou d'un thriller, pour autant, l'action, le mystère et l'envie irrépressible de tourner les pages sont également au rendez-vous. Dans le genre un peu politique, j'ai donc vraiment préféré Le Loup des Cordeliers à J'irai tuer pour vous, dans lequel il y est question aussi de politique, mais presque plus de géopolitique et qui, lui, se passe de nos jours. Pour ma part, donc, ce roman aura été une vraie bonne surprise et de façon globale, Henri Leeuwenbroek n'a de cesse de me surprendre dans le bon sens du terme. C'est un auteur français extrêmement qualitatif, à la plume affûtée, affirmée et intelligente qui, je trouve, mériterait beaucoup plus d'être mis en avant. Même si pour l'instant, mon coup de cœur avec lui reste Nous rêvions juste de liberté. Je sais que je vais continuer avec beaucoup d'envie et de bonheur la saga autour du personnage de Gabriel Joly et je l'espère au passage apprendre encore tout plein d'anecdotes sur l'histoire de France et sur différents faits historiques français que je connais peu ou en tout cas que je suis curieuse de creuser. Donc ouais, vraiment, je vous avoue que je ne partais pas très convaincue et avec énormément d'entrain dans la lecture de ce roman et en fin de compte, même si on n'est pas sur un immense coup de cœur, je dois reconnaître que ça restera tout de même une de mes très bonnes lectures de cette année 2023. Et puis, comme je vous le disais, j'ai donc rapidement décidé de sortir la suite de cette saga qui s'appelle donc Le Mystère de la Main Rouge, qui est donc le tome 2 de la saga de Gabriel Joly, écrit par Henri Leeuwenbroek et toujours aux éditions Pocket. Alors pour ce qui est du résumé, je vais forcément devoir être très succincte et très évasive puisqu'il s'agit d'une suite directe au Loup des Cordeliers. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce tome 2, on se situe donc au départ en juillet 1789, juste après la prise de la Bastille, que Gabriel Joly, sans grande surprise, a réussi à découvrir l'identité du Loup des Cordeliers et que dans ce tome-ci, il va être à la poursuite de celui-ci. Comme je vous le disais, j'étais donc restée sur le cliffhanger à la fin du Loup des Cordeliers et j'avais donc très hâte de découvrir la suite, ce que je me suis empressée de faire et je dois reconnaître que dans l'ensemble, je n'ai vraiment pas été déçue. Alors oui, c'est logique, mais je préfère le repréciser. Il est effectivement important de lire les différents tomes dans l'ordre, sinon l'identité du Loup des Cordeliers vous sera révélée. Ce second opus est vraiment dans la droite lignée du premier. C'est toujours aussi bien écrit, c'est toujours aussi addictif, prenant, intéressant et en plus de ça, drôle par moment. Une fois de plus, l'auteur distille, mine de rien, pas mal d'anecdotes et de détails sur l'histoire de France, mais aussi sur l'origine de certaines expressions et mots de vocabulaire de la langue française. Et c'est vraiment un aspect que j'aime beaucoup dans cette saga. Par rapport au premier tome, je trouve que l'on est un poil moins dans le roman historique et un peu plus ici dans le roman d'aventure. Alors ce n'est personnellement pas du tout pour me déplaire, mais je reconnais que les fans de romans historiques purs risquent du coup peut-être d'être un tout petit peu déçus. Dans Le Mystère de la Main Rouge, on est donc un petit peu moins centré sur ces événements de la fin du 18e pour partir vraiment à l'aventure, partir à la découverte de mystères, le tout dans une ambiance par moments un peu ésotérique. Les personnages sont toujours aussi attachants. Dans ce second tome, on s'attarde d'ailleurs un petit peu plus sur le trio formé par Gabriel Joly, Récif qui est donc le pirate et Terroigne de Méricourt. Et si sur le papier, je vous avoue que ce trio peut sembler assez improbable,
Eh bien, dans les faits, je l'ai trouvé, ma foi, plutôt efficace. Le personnage de Gabrielle Joly présente une véritable évolution depuis le tout début du premier tome jusque dans ce tome-ci, et d'ailleurs, vu la fin de ce second opus, j'imagine sans peine que c'est un personnage qui va encore beaucoup évolué. Et puis j'ai vraiment beaucoup aimé toutes les petites touches d'humour qu'Henri Lovenbroek apporte à son récit. Généralement, cet humour passe par les personnages donc de Gabrielle Joly et de Récif qui, l'un comme l'autre, ne manquent jamais de verve, de traits d'esprit et de répartie. Au fur et à mesure des pages, ces deux personnages s'attachent de plus en plus l'un à l'autre et nous donnent à nous, lecteurs, cette envie comme ça de s'attacher encore plus à eux. L'écriture d'Henri Lovenbroek est très fine parce qu'elle arrive à allier comme ça des passages, parfois une certaine façon de parler qui correspond bien sûr à l'époque évoquée ici, tout en donnant également à cette histoire un côté très moderne, très dynamique, entraînant et divertissant comme la plupart des bons polars que l'on trouve et qui se situent dans notre ère moderne actuelle. Décidément, Henri Lovenbroek est un vrai touche-à-tout de l'écriture qui semble pouvoir s'adonner à pratiquement tous les genres littéraires et pour autant réussir avec brio tout ce qu'il entreprend. Et je vous avoue que personnellement, je suis assez admirative de ça. Ce roman n'est pas parfait, ça n'a pas non plus été un coup de cœur parce que je pense qu'il m'aura peut-être manqué cette part d'émotion que j'avais par exemple eue pour le coup dans Nous rêvions juste de liberté. Mais il n'en reste pas moins que ce fut tout de même une très très bonne lecture, agréable, divertissante, page-turner et en plus de ça vraiment instructive. Vraiment j'apprécie beaucoup et pratiquement de plus en plus j'ai envie de dire cette saga historico-policière et je vous avoue que c'est avec beaucoup de bonheur et d'impatience que je découvrirai donc le tome 3. Je crois d'ailleurs que le 4e tome de la saga est prévu pour 2024. Personnellement, je vais déjà lire le 3e tome. Mais vous pouvez être sûr que la suite, je vous en reparle en 2024 et normalement même plutôt début 2024. Ah ouais, je vous le dis, Gabrielle et moi, pour l'instant on est plutôt fait pour s'entendre. Bon, et puisque le soleil est en train de décliner, alors qu'il n'est vraiment pas tard, hein, on est en plein milieu de l'après-midi, mais que voulez-vous, ce sont les joies de l'hiver, je vais tenter de clôturer aussi rapidement que possible cette vidéo en vous parlant du 4e et dernier livre de la sélection du jour. Et pour ça, bah forcément, je devais vous parler d'un roman de King. Je sais pas si ça vous avait manqué, en tout cas, moi oui, ça m'avait manqué. Donc sans surprise, une fois le Black November terminé, bien sûr, je me suis jetée sur un King. Et ce coup-ci, mon dévolu s'est porté sur Sac d'os de Stephen King, dans ses magnifiques éditions du livre de poche. Bon là encore, hein, côté résumé, je vais devoir le faire assez succinct, puisque, comme bien souvent avec King, on a une situation de départ qui évolue énormément et j'ai toujours peur de vous en dire un peu trop et d'ailleurs je trouve que bien souvent les résumés ont tendance à en dire un peu trop, donc tout ce que je pouvais vous dire c'est que dans Sac d'os on va donc suivre Mike Noonan qui est un auteur de romans à succès, alors sans non plus être le #1 des ventes chaque année, n'empêche qu'il est tout de même millionnaire, qu'il vit très bien avec sa femme, et que tous les ans il publie donc un nouveau roman qui généralement trouve son public. Toujours est-il donc qu'au tout départ, eh bien, cette histoire commence avec une scène dans laquelle la femme de Noonan, qui a une trentaine d'années, va brusquement décédé. La vie de notre écrivain va donc être profondément chamboulée, il va très mal le vivre, jusque-là rien de très surprenant, il va avoir beaucoup de mal à vivre ce deuil, jusqu'au jour où il va prendre la décision de quitter sa maison de Derry pour aller se rendre dans leur maison de campagne, qu'ils appellent donc Sarah Lowe, qui est vraiment paumé à la campagne. Il y va non seulement pour essayer de surpasser ce deuil qui le noie totalement,
mais aussi pour arriver à retrouver cette petite étincelle de l'écriture, parce que malheureusement, depuis le décès de sa femme, eh bien, c'est la panne sèche, c'est la page blanche, il n'arrive plus du tout à écrire. Alors heureusement, il avait de côté quelques histoires qu'il avait écrites les années précédentes, qu'il livre du coup à son éditeur pour faire croire que oui, il écrit toujours. Sauf qu'au bout de 4 ans, il est arrivé au bout de ses réserves et qu'il va falloir se mettre au travail pour arriver à pondre un nouveau roman. Et une fois arrivé à Saralo, des choses un petit peu mystérieuses vont débuter. On va en apprendre plus sur cette maison, sur les alentours, et puis Mike va faire la rencontre aussi d'une jeune femme et de sa petite fille, et de là, tout le reste de l'histoire va se mettre en place. J'avais complètement oublié, mais je viens de voir ça. J'ai pas mal postité là durant ma lecture. Alors ça m'arrive assez souvent hein, avec les romans du King, mais autant que ça, c'est quand même pas chacun de ses bouquins. Bref, nous ne sommes pas là pour parler post-it, mais bien pour vous dire ce que j'ai donc pensé de ce roman. Et je crois que malheureusement je ressors vraiment très perplexe de cette lecture. Oui, vous attendiez sûrement à ce que je parte en extase parce que c'est King, mais non, voyez-vous, je suis toujours extrêmement honnête dans mes avis, et parfois, même avec mon auteur chouchou, eh bien il arrive qu'il y ait quelques couacs. Il y a dans ce roman des choses que j'ai adorées et d'autres que j'ai détestées, ou presque. J'ai ouvert ce livre de King sans absolument rien en savoir ou presque, et comme d'habitude, j'avais vraiment décidé de me laisser porter par l'auteur parce que c'est comme ça que j'aime aborder mes lectures la plupart du temps, d'autant plus lorsqu'il s'agit de romans de Stephen King. Et au début, ce fut très agréable. Comme je le disais au départ de ce roman, King dresse donc les contours de son personnage principal, Mike Noonan, qui est donc un écrivain qui présente beaucoup de similitudes avec Stephen King lui-même. Pendant donc, je dirais peut-être les 200 premières pages, on apprend à connaître Mike durant un moment de sa vie où malheureusement il est vraiment au fond du trou parce que, comme je le disais, il vient de perdre subitement sa femme. Le roman s'ouvre d'ailleurs là-dessus, sur la mort tout à fait subite et inattendue de cette plutôt jeune femme. Et comme entrée en matière, on peut dire que, ma foi, c'est plutôt efficace en termes d'accroche. Je pense que je me souviendrai un moment hein, de cette grosse scène, cette grosse première scène de ce roman-ci. J'ai beaucoup aimé la façon dont King aborde et décrit le deuil et la perte d'un être cher, et j'ai même envie de dire ici de l'être le plus cher que l'on ait, parce que Mike Noonan n'a pas d'enfant, donc vraiment pour lui sa femme c'était toute sa vie. Et puis après environ 250 pages, l'histoire prend une toute autre tournure avec un tout autre décor. Alors ce n'était pas inintéressant du tout, hein, mais c'est vrai que j'ai trouvé dans cette seconde partie entre guillemets pas mal de longueur, et j'avoue que par moments j'avais envie que King aille peut-être un peu plus à l'essentiel. Ce n'est pas tant que certaines scènes m'ont semblé inutiles, encore que, mais c'est plutôt que j'ai eu le sentiment que les scènes avaient parfois tendance à traîner un peu en longueur, et ce inutilement. J'ai donc ressenti une certaine lassitude durant la lecture de cette sorte de ventre mou de l'histoire. J'avoue qu'à ce moment-là, j'avais tout de même hâte que le fin mot de l'histoire arrive. Et puis, les 100 dernières pages de ce roman sont arrivées, et alors là, je sais pas, il y a un truc qui a basculé, et d'un coup, mon intérêt de lectrice a vraiment été totalement relancé. J'ai adoré la fin de ce roman, et attention, quand je parle de la fin, je parle des 100 dernières pages, donc on est sur une grosse fin. En même temps, vous me direz, c'est un livre qui en fait 720, donc parler d'une fin de 100 pages, c'est pas si déconnant. J'ai trouvé ces 100 dernières pages intenses, intéressante, pleine d'action et d'émotions à la fois. De plus, j'ai vraiment adoré certaines thématiques qui sont justement soulevées dans cette fin, comme
Par exemple, les mémoires familiales ou encore le fait d'arriver à briser ces espèces de cercles de violence et de mal. Je veux pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, sachez que vraiment, si vous lisez ce livre, pour moi, l'intérêt premier, c'est d'arriver à ces thématiques et de comprendre et d'expérimenter ces thématiques qui sont à la fin, plutôt qui sont explicitées à la fin. Bref, je sais pas si vous vous rendez compte, mais par moments, c'est vraiment difficile et compliqué d'arriver à vous donner envie de lire un livre, vous expliquer vraiment ce qui fait l'intérêt d'une histoire sans pour autant trop vous en dire. Soit. C'est un exercice que je vous invite vraiment à faire. Vous vous rendrez peut-être compte que ça peut être plus compliqué qu'il n'y paraît. Sac d'os est donc une histoire qui, une fois de plus chez King, parce que c'est quelque chose d'assez récurrent, parle de filiation, de famille au sens large, puisque c'est une famille qui peut être de sang ou non. On y retrouve aussi d'autres thèmes récurrents chez lui, tels que le rôle de l'écrivain, le rôle de l'écriture, et plus particulièrement, je dirais, de la littérature en sens large, parce que tout au long de ce livre, on a beaucoup de références faites à des auteurs célèbres et à leurs œuvres. C'est aussi un roman que j'ai trouvé particulièrement connecté au multivers du King, et je pense que c'est aussi ce qui explique le très grand nombre de post-it, parce que comme dans quasiment tous les romans de King, on retrouve bien sûr des références à ses autres titres. Par exemple, au tout départ, Mike Noonan vit à sa femme à Derry, qui est une ville extrêmement importante et emblématique du multivers de King. On a aussi beaucoup de références dans ce titre-ci au nombre 19 qui est très important pour King et très important là aussi dans son univers connecté. Et je pense que cette sensation que j'ai eue que ce livre était particulièrement connecté à son univers étendu vient aussi du fait que dans cette histoire il y ait question, je dirais, de monde parallèle, de projection, de pseudo-voyage dans le temps. Oui, vous l'aurez donc compris, c'est un roman de Stephen King dans lequel il y a une part tout de même assez importante de fantastique / surnaturel, et si habituellement c'est vraiment pas le genre de littérature que je préfère lire, et bien une fois de plus, avec lui, ça passe. J'ai du mal à l'expliquer, mais je vous assure que ouais, ça passe. Et pire que ça, je dirais même qu'il arrive complètement à m'y faire croire et à me projeter dans son histoire avec ses personnages. D'ailleurs, il y a dans ce roman des personnages particulièrement attachants. J'ai du coup beaucoup aimé le personnage de Mike, mais aussi celui de la petite Kira et de Matty. A contrario, il a aussi réussi à donner vie à un personnage particulièrement détestable en la personne de Max, un vieillard en fauteuil roulant qui, croyez-moi, j'avais vraiment envie de précipiter avec son fauteuil au fond du lac. Oui, dit comme ça peut paraître horrible, mais croyez-moi, si vous lisez ce livre, vous aussi vous aurez vraiment envie de faire beaucoup de mal à un vieillard handicapé. Ne sortez pas cette phrase de son contexte, s'il vous plaît, et lisez ce roman. Croyez-moi, vous allez comprendre. En parlant de personnages, c'est une fois de plus un livre de King dans lequel une ville et un bâtiment semblent pratiquement personnifiés, avoir en tout cas cette espèce d'âme propre, d'entité propre, et semble être habité par une force menaçante, comme c'était aussi le cas dans d'autres titres tels que Ça ou encore Salem. Je tiens par contre à préciser que si certaines scènes font froid dans le dos parce qu'il y ait question d'esprit et que clairement tous ne sont pas très bien intentionnés, il y a surtout des scènes particulièrement difficiles à lire, surtout sur la fin du roman. Je pense tout particulièrement, en disant cela, à une scène de viol vraiment insoutenable. Donc si c'est quelque chose qui peut vous heurter,
Sachez-le, il y a ça dans la fin de l'histoire. Si je devais résumer, je dirais donc que c'est un roman de King qui m'a vraiment emballée par certains aspects, que j'ai trouvé fort en émotion et qui en plus de ça développe des thématiques profondes et intéressantes. Malheureusement, je ne peux pas non plus oublier que pendant une bonne partie centrale de cette histoire, j'ai ressenti des grosses longueurs qui m'ont parfois gênée, qui m'ont parfois aussi un peu sorti de ma lecture. C'est donc un roman, je dirais, que j'ai bien aimé, mais qui m'a aussi profondément énervée parce que je suis persuadée que sans ces grosses longueurs, ça aurait carrément pu être un coup de cœur. Donc voilà. Dommage, Steve Wu, tu t'es parfois un peu trop étalé et personnellement, j'avoue que j'ai trouvé ça un peu contre-productif. Ce n'est donc pas un King qui atterrira dans mon top de l'auteur, mais que je suis tout de même très très contente d'avoir lu parce que eh bien, ça me fait avancer dans la découverte de la bibliographie de l'auteur, que pour rappel, j'ai prévu de lire dans son entièreté, et aussi parce que ça me fait sortir une bonne grosse pavasse de ma pile à lire, et que c'est toujours bon à prendre. Voilà, c'est donc comme bien souvent avec mon auteur chouchou que je vais clôturer cette vidéo et ce point lecture. Normalement, si je me suis pas trop mal débrouillée et que j'ai réussi à monter vite cette vidéo, comme je le disais, ce sera donc la dernière de 2023. Je vous souhaite donc de passer un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre si vous le souhaitez, et je peux d'ores et déjà vous dire que l'on se retrouve en 2024, en tout cas si ça vous tente, avec au moins une vidéo un peu hors série, hors thématique que j'ai prévu de vous tourner, avec bien sûr, comme toujours, la base de cette chaîne, c'est-à-dire des points lecture, mais aussi quelques book hauls parce que faut pas déconner, il y a certains livres qui doivent sortir en 2024 qui me font extrêmement envie parce qu'également j'ai reçu des livres pour Noël. Et puis, bien sûr, je pense que la toute première vidéo de 2024 sera l'habituel top flop de l'année passée, qui est vraiment l'une des vidéos que je préfère tourner, je pense, avec ma palle du Black November, et qui, normalement, en tout cas, c'était le cas les années précédentes, vous plaît beaucoup. Donc je vous donne rendez-vous début 2024 pour débriefer un petit peu mon année passée, parler stats, parler envie de lecture, parler révolution livresque et tutti quanti, vous connaissez la chanson. Jusque là, je vous souhaite bien sûr une très bonne fin d'année et comme d'habitude, je vous souhaite surtout paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!